Merci pour cette invitation. Alors moi, je vais vous parler des politiques de l'habitat et de la ville, qui sont, sans conteste, je crois, l'un des domaines où on a fait l'usage le plus extensif de la notion de mixité dans les politiques publiques. Cela, tout particulièrement depuis les années, on pourrait dire 70, mais plus encore depuis les années 90. Donc sur une période relativement courte à l'échelle de l'histoire des politiques du logement. Et depuis cette période, on a parlé, on a invoqué la mixité depuis fort longtemps, y compris dans certaines pensées utopiques, qu'on a qualifiées d'utopiques au XIXe siècle. Mais la différence avec cette façon d'apprendre la mixité, c'est que là, on n'est plus dans le registre de la valeur, de la mixité comme valeur, ou de la mixité comme horizon, comme idéal à atteindre, mais on a affaire à un principe opérationnel qui se trouve inscrit dans toute une série de normes, de lois, de règlements, et la mixité est désormais recherchée en tant que telle comme objectif premier, central d'un certain nombre d'instruments d'action publique, on pourrait dire. Alors, sur ce plan, on peut faire une typologie assez grossière des orientations de l'action publique qui se répartissent en deux grands registres d'action visant cet objectif de mixité. Le premier consiste à transformer l'offre locale d'habitat sur un territoire donné. Avec là, il y a deux sous-rubriques possibles, soit pour essayer d'y développer ou d'y préserver du logement social lorsqu'on considère qu'il n'y en a pas suffisamment, soit à l'inverse pour injecter dans ce type de territoire des produits marchands, on pourrait dire, la logique du marché, là où précisément domine un logement social de fait ou de droit. Le second axe des stratégies de mixité dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle en France les politiques de peuplement, terme redevenu à la mode il y a quelques mois par la bouche de Manuel Valls, où là il s'agit de sélectionner de façon plus directe les populations que l'on souhaite voir vivre dans un territoire donné, les populations qui en réalité entrent dans le logement social et la maîtrise de l'attribution de ces logements par un certain nombre d'organismes publics leur permet d'une certaine façon de choisir, enfin, parmi la demande, les candidats qu'ils souhaitent privilégier au nom de l'objectif de mixité. Alors ce sont là deux orientations qui ont souvent été pensées comme complémentaires. Hein. D'un côté, agir sur le stock de logements, de l'autre côté, agir sur les flux de population. Et je précise tout de suite que ces stratégies ne sont pas du tout propres à la France. Le mot d'ordre de mixité dans l'habitat, dans les territoires, dans les quartiers, est véritablement devenu un mot d'ordre transnational depuis une vingtaine d'années. Alors, pour ma part, je les ai analysés plus spécifiquement dans deux contextes nationaux que sont ceux de la France et des États-Unis, et j'ai essayé de dégager un certain nombre d'enseignements de la comparaison des politiques qui ont été mises en œuvre dans ces deux pays qui, finalement, à partir d'histoires très différentes du logement social, très différentes de la ségrégation à la fois raciale et ethnique, eh bien, affichent de façon très proche, hein, très similaire, une même volonté de corriger ou de défaire, en quelque sorte, les conséquences à long terme des politiques ségrégatives du passé. Alors, autre point commun des deux pays, c'est que c'est un instrument particulier qui a été très fortement privilégié depuis une vingtaine d'années, aux États-Unis comme en France. Cet instrument, c'est la rénovation urbaine. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la rénovation urbaine, c'est la politique qui consiste à démolir des quartiers d'habitat social et y reconstruire à la place une offre résidentielle plus mixte.
je voudrais préciser une chose à propos de la rénovation urbaine, c'est que, à la différence d'autres politiques de l'habitat, on a dans ce type d'action locale, on a un double affichage consistant à dire que d'un côté, il s'agit bien de diversifier le parc local de logement, mais également, il s'agit de renouveler la population locale. Et ça, c'est une différence avec d'autres actions qui sont menées en faveur de la mixité résidentielle, où le passage entre la modification de l'offre d'habitat au renouvellement de la population n'a rien d'automatique. C'est le cas notamment dans les territoires qu'on pourrait appeler les territoires riches, là où il y a peu de logements sociaux. On a un objectif explicite de diversification du logement, donc on va y mettre plus de logements sociaux, mais généralement on ne dit rien sur la population que l'on souhaite voir évoluer. Et à l'inverse, dans les quartiers où se concentrent des minorités pauvres, on a des discours très explicites sur la nécessité non seulement de diversifier le logement, mais également de mixer les populations. Alors du coup, vous voyez que derrière un même mot d'ordre de mixité résidentielle, en réalité, on a des approches qui sont très contrastées et très sélectives en réalité quand il s'agit de se donner pour objectif de renouveler la population d'un territoire donné, puisque cet objectif-là, de facto, il est réservé aux quartiers où se concentrent les minorités ethniques ou raciales. Et ça, je pense que ça vient éclairer un point dont Patrick a dit un mot ce matin. Ça vient éclairer en réalité une spécificité forte, je crois, de l'enjeu de la mixité dans les politiques de l'habitat par rapport à d'autres secteurs de la vie sociale. À l'université, dans les entreprises, dans les médias, dans la vie politique, quand on parle de mixité, l'objectif est toujours de chercher à résorber la sous-représentation de certaines minorités dans ces différentes sphères, alors que dans les politiques du logement, eh bien, ça peut être l'objectif inverse. C'est ce que nous a dit Patrick ce matin. Il peut s'agir de réduire justement la proportion des minorités dans un espace donné. Alors, pourquoi cette focalisation sur les quartiers de minorités ? Tout simplement, à la différence des territoires riches, si on ne dit pas qu'il faut changer la population, c'est qu'on considère que la population, la composition sociale de ces territoires n'est pas un problème. Alors que dans les politiques qui s'adressent aux quartiers de minorité, c'est la population elle-même qui est considérée comme un problème, et donc la politique publique va s'employer à essayer de la rééquilibrer, comme l'on dit. Et là, j'en arrive à la comparaison France-États-Unis, parce qu'en y regardant de plus près, ce que j'ai pu constater, voire découvrir dans une certaine mesure, c'est que la façon de qualifier le problème, et donc la réponse à apporter à ce problème, est assez différente, voire très différente, au moins sur le plan des intentions, mais ce n'est pas seulement une affaire d'habillage rhétorique, ce n'est pas seulement une question discursive, parce que quand on regarde ce que les acteurs cherchent à faire concrètement, on voit qu'ils ne cherchent pas à développer le même type de mixité dans les deux contextes nationaux. Alors c'est un résultat qui peut sembler contre-intuitif, parce que d'un point de vue français, on a tendance à se figurer les États-Unis comme un pays où l'ensemble des politiques publiques serait totalement imprégné de catégorisation ethno-raciale, tandis que nous, en France, serions à l'abri de ce fâcheux travers dans notre cadre républicain colorblind. Eh bien, moi, il me semble qu'avec la rénovation urbaine, et il faudrait voir si ce constat s'applique à d'autres politiques publiques, avec la rénovation urbaine du moins, on est à front renversé, encore une fois, au stade des intentions affichées. C'est-à-dire que je laisse de côté ici l'analyse des effets concrets de la politique menée, où là, la situation se renverse à nouveau, je ne sais pas si vous me suivez, parce que quand on regarde les effets concrets de la rénovation urbaine aux États-Unis et en France, eh bien, on se rend compte que cette rénovation urbaine a un impact ethno-racial beaucoup plus prononcé aux États-Unis qu'en France, alors même que ce n'est pas l'objectif initialement recherché dans le cadre de la politique américaine. Alors,
En quoi consiste ce contraste dans les intentions recherchées? Aux États-Unis, l'objectif central, tel qu'il est affiché, c'est la déconcentration de la pauvreté. Donc j'insiste sur le mot pauvreté. Et cela se traduit de façon opérationnelle par la recherche, dans les quartiers ciblés par la rénovation urbaine, d'une plus grande mixité des catégories de revenus. Donc ils ont un terme pour ça, qu'on appelle Mixed Income Housing, le logement divers par les catégories de revenus représentés. Et à travers l'étude des textes et par un certain nombre d'enquêtes que j'ai pu réaliser dans différentes villes américaines auprès des acteurs chargés de mettre en œuvre et de concevoir cette politique localement, eh bien, je me suis bien rendu compte, quand vous interrogez des dizaines de personnes et qui vous disent tous la même chose, à un moment donné, bah, c'est peut-être vraisemblable, après tout, que c'est ça qu'ils cherchent à faire. Ils m'ont tous expliqué que pour eux, l'objectif, c'était d'attirer dans ces quartiers des familles qui travaillent, des familles qui sont mieux intégrées économiquement, mais que l'idée de se servir de la rénovation urbaine pour changer le racial make-up de ces quartiers, comme ils disent, pour eux, ça n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable et ça ne fait pas partie de leur champ d'objectifs. Donc, dans cette logique états-unienne, si vous voulez, l'idée, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvres concentrés sur un territoire donné, en y attirant d'autres familles, qu'importe leurs appartenances ethniques ou raciales. Et d'ailleurs, les gens vous disent, en même temps, si ce sont des blancs, super, parce que moi, à titre personnel, je suis pour l'intégration raciale, je suis pour le mélange des différentes races sur un territoire donné, mais en tant qu'acteur d'une politique publique, je m'interdis d'agir sur ce terrain-là, parce que ça revient à faire de l'ingénierie raciale, et c'est condamné par les lois sur la non-discrimination. Et je vais en prison, d'ailleurs. C'est ça, j'ai entendu ça très souvent. Si je m'amusais à faire ça, j'irais en prison. Bon. Alors, il y a toute une série d'hypothèses que je n'ai pas le temps ici de développer, qui sont les hypothèses fondatrices de cette stratégie. Pour le dire vite, de cette mixité des catégories de revenus, entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui gagnent un peu plus que les autres, etc., on attend un certain nombre de retombées positives, l'enclenchement d'une sorte de cercle vertueux qui va bénéficier aux ménages les plus pauvres dans les quartiers. Ça devrait, si on suit les raisonnements qui sont tenus là-dessus, si on lit un certain nombre d'ouvrages, de factures scientifiques sur le sujet, induire une modification de leur comportement, de leur système de valeurs, et surtout, ça devrait leur ouvrir les portes d'un certain nombre d'opportunités, mots-clés de la sémantique américaine, qui permettent d'engager des trajectoires individuelles positives. D'ailleurs, je note au passage que les travaux scientifiques sont très fortement convoqués par le pouvoir fédéral en appui de cette politique pour dire, notamment les travaux, enfin tout ce qui a été fait dans le sillage de William Julius Wilson à partir des années 80, pour essayer de démontrer que la concentration de la pauvreté avait un impact négatif sur les chances et les trajectoires individuelles. Ces travaux sont mobilisés par le pouvoir fédéral de façon assez sélective, il faut le dire, puisque les controverses académiques très importantes qui existent à propos de ce qu'on appelle les effets de quartier sont largement tues par la rhétorique fédérale, tout comme les travaux existants qui montrent qu'à l'encontre des attentes des promoteurs de ce type de politique, en fait, la mixité n'a pas du tout les effets bénéfiques escomptés, et qu'elle a souvent d'ailleurs un certain nombre d'effets contre-productifs. Bon. Alors je clôt là cette présentation évidemment très rapide de ce qu'on pourrait appeler les discours de justification de la rénovation urbaine aux États-Unis. Et si l'on se tourne à présent vers la France, que voit-on? Eh bien, on voit que autant les Américains insistent sur la question des bénéfices individuels de la mixité, en termes d'intégration économique et sociale. En France, cette dimension est complètement négligée des discours de justification qui vont se focaliser sur la question des risques collectifs. Des risques collectifs, c'est-à-dire la division
de la nation, sa fragmentation en autant de communautés ethniques, religieuses, etc. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on entend ça à la radio, à la télé, dans la presse, bon, voilà, c'est omniprésent. Avec cette idée que finalement, si on laisse les choses se faire dans les quartiers, eh bien, les identifications communautaires vont finir par l'emporter, par prévaloir sur l'identification à la nation. Ah ouais, 5 minutes. Non, mais je suis pas loin du compte. Sur l'identification à la nation, et donc l'idée même de citoyenneté républicaine serait gravement menacée par ces phénomènes. Donc vous voyez qu'en France, ce ne sont pas les effets pénalisants de la non-mixité sur les trajectoires individuelles qui sont mis en avant pour justifier ce type de politique, mais bien une menace de nature politique. Et du coup, la mixité, quelles sont les vertus que l'on en attend? C'est beaucoup moins trouver un emploi, mieux réussir à l'école, etc. C'est essentiellement renforcer le sentiment d'appartenance nationale des minorités qui vivraient enfermées dans des ghettos. Bon. Par parenthèse, je n'ai jamais trouvé nulle part dans la rhétorique officielle sur ce type de politique dans le contexte américain d'interrogation qui soit formulée sur le sentiment d'appartenance nationale des destinataires ou des cibles de cette politique publique, alors que c'est finalement une dimension qui est omniprésente des discours français. Alors en conclusion, qu'est-ce que nous apprend cette comparaison que j'esquisse ici, évidemment, à très grands traits? Eh bien, d'abord, ça nous montre que derrière un vocable transnational, qui est celui de la mixité, dans l'habitat et dans la ville, eh bien, on voit que la façon dont il est utilisé et mobilisé dans les politiques publiques, en l'occurrence les politiques urbaines, ça va dépendre grandement de la façon dont se structure le rapport majoritaire-minoritaire dans un contexte national précis. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Que d'abord, les politiques de mixité, la façon dont elles sont invoquées, convoquées, justifiées, ça nous renseigne beaucoup sur le regard que la majorité porte sur ces quartiers de minorité, sur les quartiers de minorité. Pour le dire de façon rapide, pour les décideurs nord-américains, le fait, grâce à la rénovation urbaine, de fabriquer des quartiers de minorité qui seraient des quartiers où il y aurait de la diversité sociale, mais pas de diversité raciale, c'est pas grave. C'est un succès. Alors, c'est peut-être pas tout le succès que l'on voudrait, comme ça, dans l'idéal, mais en tous les cas, c'est considéré comme un succès. En France, c'est considéré comme un échec. C'est-à-dire que on n'assume pas la disjonction entre mixité socio-économique d'un côté, mixité raciale de l'autre. C'est étroitement confondu. Ce qui revient à dire, en termes un peu triviaux, la seule bonne mixité en France, c'est la mixité dans laquelle les blancs sont majoritaires. Si les blancs sont minoritaires, ce n'est pas de la bonne mixité, et ça, c'est le jugement évaluatif dominant qui a été porté sur 10 ans de rénovation urbaine en France. Oui, c'est bien, ça a servi à réhabiliter les bâtiments, etc. Mais regardez, la population n'a pas changé. Donc en réalité, alors même qu'il y a des gens qui ont accédé à la propriété, que ça a stabilisé des ménages issus de minorités appartenant à ces quartiers, mais ce n'est pas la bonne mixité. C'est ce qui me fait dire que la mixité dite sociale en France, fondamentalement, est une mixité de nature raciale. Et je dis bien raciale, je ne dis pas une mixité ethnique, comme cela est dit partout, ici ou là, parce que la mixité ethnique, elle existe dans ces quartiers. On dit souvent ces quartiers où il y a 50 nationalités qui sont présentes. Donc c'est des quartiers qui, du point de vue ethnique, sont déjà des quartiers divers. Mais, encore une fois, ce n'est pas, du point de vue des décideurs, ce n'est pas la bonne mixité. Deuxième et dernier aspect de ce rapport majoritaire, minoritaire, qu'éclairent, à mon sens, les politiques de mixité. Et là, je rejoins ce que disait Patrick ce matin à propos de la façon dont ça s'articule avec les normes de la non-discrimination. Ce qui est frappant dans le cas français, c'est que l'objectif de mixité dans l'habitat et les normes de la non-discrimination ont émergé de façon totalement déconnectée et souvent d'ailleurs pour entrer en contradiction l'une avec l'autre.
Inversement, dans le cas américain, alors j'ai ici laissé de côté tout un champ de politiques qui se prévalent également de l'objectif de mixité, qui sont des politiques de déségrégation qui mettent l'accent davantage sur la question de la mobilité des populations vers d'autres territoires, où là on peut trouver une forme d'articulation avec la non-discrimination. Mais localement, là où ils font de la rénovation urbaine, ce que j'ai pu constater, c'est que le principe de non-discrimination l'emporte toujours dans la hiérarchie des normes locales sur celui de la mixité, à partir du moment où on a affaire à des quartiers où les minorités sont majoritaires. Mais la discrimination dont je parle ici, et n'oubliez pas que je me situe du point de vue de l'intentionnalité des acteurs, ce qui n'épuise pas le sujet des discriminations, il y a aussi évidemment des discriminations qui sont de nature indirecte, c'est-à-dire qui s'apprécient par le résultat, par les effets produits par la politique menée, et non par l'intention des acteurs. Et de ce point de vue, il y a une réelle convergence franco-américaine, me semble-t-il, puisque dans les deux cas, on a affaire à des politiques qui aboutissent à réduire, à contracter très fortement l'offre immédiatement disponible de grands logements sociaux bon marché, qui sont souvent les seuls à être accessibles par des ménages appartenant à des minorités. Mais là, on retrouve sans doute l'ultime différence entre les États-Unis et la France, puisque dans le cas américain, ces phénomènes de discrimination indirecte ont donné lieu à une activité contentieuse parce qu'on a potentiellement les outils pour mesurer ce qu'ils appellent l'impact négatif disproportionné des politiques qui sont menées, tandis qu'en France, vous le savez bien, dans un pays où la race et les minorités ne sont pas censées exister, on est très loin de pouvoir mettre en évidence de tels effets des politiques menées au nom de la mixité. Merci. Merci.